la recette by Urban Inker. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de La Recette by Urban Inker. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Aurélien, CPO et cofondateur de Strapi. Donc, c'est un projet lancé par trois passionnés qui commence sur GitHub en 2015 et qui prend vraiment un nouveau tournant en 2016 parce qu'il y a une belle réussite de 2015 à 2016. Donc, bonjour Aurélien. Je te laisse te présenter en quelques mots et ensuite pitcher Strapi aussi très rapidement. Yes, et enchanté. En effet, CPO, cofondateur de Strapi. À la base, je suis plutôt un profil tech qui a migré vers le produit, en passant un peu par design, gestion, ce qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui le produit m'intéresse énormément. Strapi, en quelques mots, c'est un CMS qu'on va appeler headless, donc un CMS, un système de gestion de contenu. Donc on pense rapidement à WordPress, qui a été WordPress, typiquement ça fait partie des CMS qui ont été pensés dans les années 2000 pour gérer et accélérer le développement de sites web. Et là, nous, avec Strapi, on vient justement s'adapter aux problématiques actuelles en permettant de générer du contenu pour des apps mobiles, pour des sites web, pour des objets connectés, enfin n'importe quoi. Donc voilà, en quelques mots, Strapi. Ouais, ok. Donc, comme j'ai dit, vous êtes trois cofondateurs. C'est un projet que vous lancez en 2015. D'où vous vient, du coup, cette idée ? On était trois étudiants. À la base, c'était un plus gros groupe d'étudiants, mais à la fin, on était trois à faire des projets freelance, Jim, Pierre et moi. Et on développait donc des sites web, et à un moment, on a eu à développer une app mobile et un site web. Et là, on s'est rendu compte que WordPress, ça marchait pas, quoi. WordPress, il n'y avait pas d'API encore à l'époque. Et puis c'était lent, c'était en PHP, nous on faisait quasiment que du Node déjà. Donc on a trouvé la limite et on s'est dit on va développer notre propre... à la base on appelait ça un framework, mais on fait notre propre CMS sur lequel on a ajouté une couche d'administration. Et c'est parti de là, trois freelances qui n'avaient pas de logiciel, qui répondaient à leurs besoins. Et du coup Strapi, et ensuite on le met nativement, on le met en open source sur GitHub, et là ça prend un peu tout seul on va dire. Ok. Et du coup, là, si c'est un projet quand même assez tech, si tu devais l'expliquer, par exemple, à tes grands-parents, comment est-ce que tu vulgariserais le projet ? Franchement, on a arrêté d'essayer de la pitcher aux grands-parents. On a essayé pendant 3 ans. Et moi, j'en suis arrivé à la conclusion que nos grands-parents, ils sont nés dans un monde matériel où tout était physique. Et là, on parle d'un logiciel qui permettra de créer d'autres logiciels sur Internet, c'est trop loin d'eux, et du coup j'ai arrêté de le pitcher. Désolé, j'ai vite la question, mais... Non, mais pas de souci. C'est quasi impossible. J'ai essayé des métaphores avec des autoroutes, on a essayé plein de trucs, ça marche pas, quoi. C'est trop loin de nos grands-parents pour comprendre. Ouais. Ok. Du coup, là, qu'est-ce que, toi, après ces quelques années, qu'est-ce qui, d'après toi, a fait le succès ? L'open source, évidemment, enfin la communauté liée au projet open source. C'est la force des projets open source, c'est de pouvoir accepter des contributions extérieures, de laisser la possibilité aux développeurs de modifier le code de Strapi. Donc ça, c'est ce qui a fait la force, quoi, le bouche à oreille, et du coup, ça fait un effet de réseau, tout simplement. Et une résonance qui fait qu'aujourd'hui, Strapi, on est absolument partout, quoi. On n'a aucun pays qui n'avait certainement pas été touché par Strapi, et du coup, on est rentré même dans des grosses administrations ou grosses entreprises grâce à l'open source. Ensuite, qu'est-ce que j'ajouterais ? Ensuite, on a été toujours très focus produit et toujours pensé aux utilisateurs. C'est-à-dire qu'on n'a jamais développé des fonctionnalités pour des clients. C'est les utilisateurs, donc c'est toujours... si 80% des utilisateurs souhaitent une fonctionnalité, on va le développer. Si un client souhaite une fonctionnalité, on ne va pas le développer parce qu'un client parmi 100 000, c'est personne. Donc voilà, je pense aussi à cette philosophie-là qui nous a beaucoup aidé de développer un produit qui répondait à des besoins utilisateurs. Et je pense que c'est les deux secret sauce, on va dire. Et du coup, comment on gère cette communauté ? C'est pas simple. C'est un challenge quotidien parce que la communauté grossit beaucoup plus vite que la boîte. Donc aujourd'hui, il y avait... c'est nous, Jim, du coup, qui est cofondateur et CTO de Strapi, qui a en grande partie géré la communauté, donc qui répondait finalement à toutes les questions que pouvait avoir la communauté, qui faisait en fait tout le support. Et ensuite, maintenant, on commence à avoir des clients. Cette communauté, on est passé aujourd'hui avec la communauté Strapi, on peut l'estimer à peu près à 100 000 développeurs. Ouais. Et une personne d'en face, ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, ils sont 2, mais 2, c'est toujours très peu. Et en soi, la deuxième personne, c'est Derek, c'était l'un de
le membre le plus actif de la communauté depuis 3 ans, qu'on avait invité à Paris il y a quelques années pour le remercier de son investissement dans la communauté. Et à un moment, on s'est dit, franchement, il faudrait qu'on bosse ensemble. Et du coup, il a rejoint Strapi il y a 2 mois. Trop cool. Et voilà. Et du coup, là, tu me parlais de clients et de pays, donc présence à l'international. Est-ce que tu peux me citer quelques clients quand même assez célèbres avec qui vous... Ouais, je pourrais pas te dire ce qu'ils font exactement avec Strapi, mais on a Apple, on a Walmart, on a Virgin, on a le MIT, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'équivalent d'EDF en Inde, j'ai plus le nom exactement. Et beaucoup d'administrations publiques. Je crois que la Sécu est en train de regarder comment utiliser Strapi. Enfin, voilà. En fait, il faut savoir que l'aspect open source fait que ton code est hébergé chez toi. Du coup, ta donnée est aussi hébergée chez toi. Et en ce moment, on se rend bien compte, tout ce qui est data privacy, c'est un immense sujet. TikTok, récemment, ça a été un très très bon sujet. Cambridge Analytica avec Facebook, idem. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les administrations publiques, toutes les apps de santé, mutuelles, assurances, toutes les banques, en fait, d'une, il y a des problématiques légales, mais aussi, elles s'assurent de ne pas envoyer ça sur du cloud américain. Ouais. Et ça, c'est un facteur ultra différenciateur par rapport à tous nos concurrents qui sont des solutions SaaS hébergées sur Amazon. Donc évidemment, ça fait que la data est part chez Amazon, aux US. Ok. Et du coup, là, donc, le projet commence à 3 et aujourd'hui, tu me disais que vous êtes 25. Ouais. Comment on gère cette expansion ? Nous, on la gère bien parce qu'on grossit volontairement doucement, quoi. On est plutôt dans le hire slowly, quoi. De prendre le temps, s'il faut, 3-4 mois pour trouver un profil. Mais au moins, la personne ensuite, elle reste et on sait que c'est la bonne et qu'en termes de valeur, de culture, ça va le faire. Donc voilà, finalement, ça se gère bien puisqu'on grandit doucement. Après, si on avait ouvert trop les portes, je sais pas comment... Enfin, on a plein d'échos de boîtes qui ont ouvert très rapidement leurs portes et ça s'est mal passé, mais nous, on est plutôt dans l'effet inverse. On construit des fondations plutôt solides et quand on est prêt à recevoir quelqu'un, on ouvre le poste, mais pas l'inverse, quoi. Ouais, c'est vraiment chaque poste est pertinent pour la boîte, pour faire Exactement. Le projet. Vous avez fait plusieurs levées de fonds. Ouais. Est-ce que tu as participé, j'imagine que oui, à ces levées. Pareillement, c'était réfléchi ou alors vous en aviez quand même besoin? La stratégie qu'on a, nous, c'est que, étant donné qu'on fait de l'open source, en fait, on fait de la R&D, quoi. Moi, je compare souvent Strapi à un peu un constructeur de voitures, quoi. Avant de mettre une voiture sur le marché, il se passe 8 ans de R&D, en fait, et de tests. Nous, c'est un peu pareil quand on développe Strapi, on fait grossir la communauté, puis ensuite, on va le mettre sur le marché public et finalement le rendre payant d'une certaine manière et commencer à gagner de l'argent. Donc, avant, il faut de l'investissement. Donc, la première, évidemment, c'est qu'on avait besoin, on avait pas un rond et il fallait qu'on recrute. La deuxième, on l'a bien préparée. En effet, le seed. Là, on avait levé 4 millions avec Axel et Stride. Donc là, c'était voulu préparer, d'ailleurs avec une belle aide de BPI et de Kim Aventure sur celle-là. Et l'autre, la dernière, la série A, les 10 millions de dollars, là, c'était absolument pas prévu. Là, ils ont préempté, Index a préempté la série A. Donc en fait, la petite histoire, c'est qu'on était juste en voyage à SF pour voir notre VP marketing qui vit là-bas, Victor Kwan, qui était ancien Head of Community de Docker. Et finalement, ils ont vite su qu'on était là-bas et on les a vus le lundi et le vendredi, c'était signé, quoi. Belle histoire. Du coup, là, je reviens un petit peu sur le Strapi en soi. Donc, c'est un produit tech. Quel est votre stack là, à l'heure actuelle ? Alors, pour le back, on est sur du Node exclusivement. Après, en termes de DB, de base de données, en soi, on supporte plein de types de bases de données différents. Donc, en fait, on travaille avec différents ORM, mais globalement, on travaille avec un ORM qui s'appelle Bookshelf pour gérer tout ce qui est base SQL. Et pour l'aspect, une autre base qu'on gère, c'est Mongo. Donc, en soi, voilà, pour l'aspect back-end, évidemment, il y a des linters, évidemment, il y a plein de tests, etc. Donc, ça, c'est pour l'aspect back. Et pour le front, on est du full React. Ouais. Et Style Compo pour Style Component pour tout l'aspect CSS, on va dire. Et voilà. Pour faire simple sur la stack. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a pas mal de choses. Ça, c'est aussi un choix de votre part d'être sur cette stack. Ouais, choix qu'a payé d'ailleurs. Enfin, on est super content parce que à l'époque, Node, c'était pas encore... Enfin, Strapi, les débuts, la première ligne de code, c'est 2015, quoi. 2015, Node, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore toute la structure, toute la fondation. Il n'y avait pas Microsoft et IBM qui avaient mis leur bille dedans. Et pareil pour React. React, ça avait... je crois que c'est 2013, React. Donc ça fait 2 ans, c'était les débuts. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas... Nous, on a vu la naissance de Redux, etc. Tout plein d'autres
libre pour gérer des states. Enfin bref, et du coup, ce combo Node-React, maintenant il est ultra pertinent. Après, tu as des frameworks comme Vue qui sont exceptionnels aussi. Nous, ce qu'on aime beaucoup avec cette approche, et surtout sur l'aspect back-end, c'est qu'on est full JS, quoi. Donc en fait, aujourd'hui, on vise, nous, les développeurs front-end qui développent en JavaScript des apps mobiles, n'importe quel objet IoT ou des sites web en Angular, Vue, React. Et du coup, avec le Node, ils comprennent aussi les fichiers back-end et ça plaît, quoi. Là où sinon, si tu prends WordPress, tu es sur une stack PHP-JS, et nous, c'est full JS, quoi. Ok. Et du coup, donc, sur 25 personnes, combien travaillent dans l'équipe technique ? Et bien, on est tout petit. Aujourd'hui, il y a 5 développeurs chez Strapi. Donc, on va recruter assez fortement, là. Mais ouais, c'est toujours dans la stratégie d'aller doucement. Et finalement, on se rend compte que c'est pas en grossissant rapidement que finalement, on augmente tant que ça notre productivité. Donc, en fait, on attend vraiment d'être saturé sur un point pour dire, OK, là, on débloque un poste. Donc, 5 devs, tu as 3 développeurs back-end, dont un qui est engineering lead qui gère absolument toute la tech chez nous, et 2 front-end. Ok. Et le reste de l'équipe, du coup, c'est sur des métiers comme marketing. Product, ouais. Bah, dans l'équipe produit, tu as ensuite 2 autres product managers, une product designer et une engineering manager aussi, super important. Et ouais, après, c'est marketing, très peu de sales aussi, on s'auto-distribue. Ouais. On veut pas de... C'était ma question. Toi, y a pas, ça avance tout seul. Ouais, ça c'est une vraie stratégie. GitLab nous inspire beaucoup là-dessus. C'est une super boîte et ils arrivent à bien distribuer leurs produits, même si c'est de l'open source. Et on souhaite vraiment faire pareil, pas avoir une culture sales où la moitié de la boîte c'est des sales. On souhaite vraiment auto-distribuer comme si on était un SaaS, sauf qu'on a l'avantage de l'open source. Ok. À l'heure actuelle, avec toutes ces années passées, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment ? Ouais. Alors, en recrutement surtout. On prendrait, je pense, beaucoup plus tôt une personne aux ressources humaines. Ouais. Pour tout ce qui est l'aspect managérial, performance review, tout ce qui est culture, valeur aussi, super important. Et tous les process de recrutement, c'est super long, un recrutement, surtout la chasse, qui prend un temps fou. Et même après, finalement, le process... donc, ouais, on prendrait quelqu'un, même l'aspect légal, etc. On prendrait quelqu'un sur le poste en HR bien avant. Voilà, finalement, et peut-être aussi quelqu'un vraiment ciblé que sur l'aspect marketing, sales, plutôt business. On prendrait quelqu'un plutôt là-dessus pour en fait mieux anticiper le futur et les problématiques. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute dans l'aventure jusqu'à aujourd'hui ? Ah, il y en a tout le temps. Enfin, en soi, c'est que pendant un moment, maintenant le marché est beaucoup plus structuré. Finalement, on a plein de données, il y a plein d'autres concurrents qui sont positionnés. Mais au début, on était un peu tout seul, pas de données. T'es inconnu, t'as pas encore posé tous tes systèmes pour tout mesurer, donc finalement t'avances un peu à l'aveugle sur des endroits. Ouais, tu doutes en permanence, surtout après aussi au niveau d'élever, quoi. Nous on sait que c'est la stratégie, c'est volontaire, si on n'arrivait pas à lever, ça peut être la fin de l'aventure. Donc forcément plein de doutes. J'imagine. Donc tu en as parlé, le recrutement c'est un sujet assez important, même très important, voire le plus important dans une boîte et chez Strapi. Qu'est-ce que tu recherches, toi, quand tu veux recruter une personne ? Plein de choses. Nous, c'est comme je pense dans plein d'entreprises, mais c'est aussi important l'aspect valeur, culture, que l'aspect skills, compétences. Quoi. Donc finalement, une personne super compétente, mais à qui ça ne fit pas du tout, elle ne viendra jamais chez nous. Et vice-versa, on peut avoir un super fit pour plein de raisons. Il manque des compétences. Bref, ça va dans les deux sens. On va chercher surtout les personnes qui n'ont pas d'ego, parce que l'open source face à l'ego, ça ne va pas ensemble du tout. C'est-à-dire que la communauté, tu as 100 000 personnes qui critiquent en permanence ce que tu fais, en bien, donc très souvent c'est ultra positif, mais malgré tout, on va critiquer ton code, ton design, des fois on va relire ton code, on va relire tes pull requests. Donc c'est des personnes qui viennent de venir de nulle part, mais des fois tu as un développeur de IBM Research en Égypte qui va relire ta PR et qui va dire là il y a une faille de sécu. Donc en fait, toi en tant que développeur ou même designer, face à ton interface ou ton code, il faut vraiment avoir aucun ego. Et l'aspect aussi, on va chercher des personnes qui n'ont pas de certitude. On peut être convaincu, avoir plein de convictions, et pas être certain, parce que le certain, c'est-à-dire que tu ne te remets pas assez en doute, ou du moins, c'est-à-dire que tu n'es pas ouvert, en fait. Et du coup, ça, pareil, les mots sont importants, du coup, sans certitude, ça émet plein de doutes, et avec des convictions, évidemment, aussi.
Ça, c'est pour l'aspect culture, ouais. Ok. Et bienveillant, et etc. Forcément, Ouais. après un savoir-être au quotidien. Et du coup, là, tu m'as parlé plusieurs fois de la culture et des valeurs. Quelles sont-elles chez Strapi? Bah, la bienveillance en est une, mais c'est pas que des mots, quoi. C'est vraiment au quotidien. Dès que quelqu'un va avoir un mot qui peut blesser ou une attitude qui est déplacée, c'est tout de suite on a plein de systèmes avec des emojis ou tout simplement le dire de manière totalement calme. Ouais, Ouais. là, c'était un peu limite comme approche ou comme remarque, mais ça peut être aussi dans la façon dont on écrit les choses. La transparence, on essaye d'aller de plus en plus vers la transparence. Donc aujourd'hui, nous, par exemple, tous nos process de décision, on s'est un peu inspiré d'Alan avec leur No Meeting Rules. Nous, en gros, on a un repo GitHub qu'on appelle Compagnie, dans lequel on met, si on veut changer genre les tickets resto, on passe chez Swile, par exemple, il y a quelqu'un qui va ouvrir une étude, n'importe qui dans la boîte, il va être décisionnaire, ensuite on a tous 48 heures pour commenter et l'aider à prendre la décision. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'advice process, ça devient d'une façon de... Enfin, il y a un livre qui s'appelle Reinventing Organization, qui est super cool, et qui te donne plein de tips pour rendre ta boîte, on va dire, un peu plus autonome et que chacun ait vachement plus d'ownership. Donc ouais, l'ownership en soi est une valeur un peu à part entière. Et aussi, on va faire attention beaucoup à des aspects comme la diversité, la mixité, mais ça, c'est dans la phase de recrutement. Et même en soi, au sein de l'entreprise, on fait aussi ultra attention à ça. On a été sensibilisés il n'y a pas si longtemps sur le sujet et on a tellement de choses à faire. Donc voilà. Ok. Et donc, tu m'as dit que tu t'étais inspiré Doctolib pour... Alan. Alan, ouais. Ouais, sur No Meeting Rules, ouais. C'est important pour toi de chercher les bonnes pratiques, comme ça, qui se fait dire de faire de la veille pour améliorer les process en interne. Ouais. Ouais, bah... En fait, des fois, après, il y a les bonnes pratiques qui marchent chez les autres et qui marchent pas du tout chez toi. Donc, moi, je trouve ça plutôt souvent intéressant d'aller voir les personnes qui ont échoué plutôt que celles qui ont réussi ou chez qui ça marche et me rendre compte pourquoi ça n'a pas marché. T'as plein de boîtes comme ça qui expliquent pourquoi elles n'ont pas marché. Donc, tu vois, nous, il y a des trucs qui pourraient s'appliquer à Strapi, ça marcherait pas dans d'autres entreprises, mais nous, le fait qu'on soit open source, on peut être vite tenté d'avoir une équipe qui bosse sur l'open source et une équipe qui bosse sur la version entreprise. Ça, parmi nos investisseurs, on a des boîtes open source et on a pu discuter avec eux, que ce soit Elastic, que ce soit Kong ou que ce soit les créateurs du framework Next.js, Vercel. Ils nous ont tous dit ne faites pas l'erreur, nous ça a totalement détruit la culture de la boîte parce qu'en fait il y en a qui ramènent de l'argent et pas les autres. T'as l'impression qu'il y en a qui s'éclatent et pas les autres et du coup c'est terrible. Donc ça c'est un truc qu'on fera pas, on va jamais séparer les équipes. Tout le monde doit pouvoir bosser sur tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais, bon, en tout cas, on s'inspire, ouais. Après, on n'applique pas tout. Ouais, il faut, comme tu as dit, il y a une remise en question au quotidien, il faut adapter les choses par rapport à l'interne. Ouais. Donc, recrutement, encore une fois, sujet sensible. Donc, toi, tu travailles avec Urban Inker depuis 2 ans maintenant, Ouais. avec Pierre, Ouais. notre consultant en interne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience ? Bah, avec Pierre, en fait, c'est l'échange est fluide, quoi. Enfin, c'est plutôt... on bosse pas avec beaucoup de cabinets, enfin on a bossé avec beaucoup, et maintenant c'est plus le cas, on a vachement trié. Ouais, c'est ça avec Pierre, en fait, c'est qu'il y a une fluidité, il a compris que je voulais pas beaucoup de profils, mais que j'en voulais des ultra quali, et c'est ce qu'il fait, et du coup c'est ça qui me plaît, là où j'ai d'autres cabinets qui nous spamment, quoi, et où tu demandes un poste de front-end et on t'envoie un VP of Engineering, et ça n'a rien à voir. Mais ça, en vrai, c'est assez commun. Du coup, nous, on a vraiment trié, et voilà, aujourd'hui, je crois qu'on bosse avec... Moi, j'ai 3 recruteurs en direct et 2 cabinets, dont Urban, quoi. Ok. Et du coup, donc ce tri, pour toi, c'était essentiel. Donc ça revient au fait, ce que tu me disais par rapport aux choses que tu devais refaire, de prendre quelqu'un en interne, parce que ça t'aurait fait gagner du temps. Mais est-ce que de prendre donc un cabinet de recrutement, est-ce que c'est aussi quelque chose de pertinent au quotidien pour une boîte ? Ouais. Donc, alors... Ça dépend. En soi, on a beaucoup de personnes qui viennent directement parce qu'ils sont dans la communauté, etc. Mais je crois pas qu'Urban nous avait encore placé chez nous. Je suis pas sûr. Je crois pas. Mais ouais, c'est assez pertinent. Ça nous fait gagner un temps fou. Nous, ça permet d'avoir des CV, des profils qui arrivent immédiatement. Ensuite, les partager en interne. Et si on a envie d'y aller, on y va. Donc ouais, c'est un peu une extension de l'entreprise, quoi. C'est comme si on avait un talent acquisition manager au sein de la boîte, mais avec différents cabinets. Donc ouais,
Enfin, sans ça, nous, on perdrait trop de temps. Enfin, je veux dire, rien que je le vois, dès que je dois chasser parce que je suis pas satisfait des profils qu'on m'envoie, le temps que ça me prend, on n'a plus le temps, en fait. Ouais, j'imagine. Là, je reviens un petit peu sur toi, ton parcours d'entrepreneur. Quel conseil est-ce que tu te donnerais pour une personne qui souhaite se lancer, donc que ce soit sur un produit tech, mais aussi de façon plus globale? Quel conseil est-ce que tu te donnerais à quelqu'un qui veut entreprendre? C'est dur. C'est dur comme question. Parce que toi, ça t'est tombé, entre guillemets, un peu dessus. Enfin, Ouais, on a toujours voulu entreprendre Ouais, quand même, toujours, tous ouais. les trois, et Mhm. c'était pas notre premier projet, quoi. Ouais. Mais je sais pas, dès qu'on a une... Alors déjà, enfin, le principal me parle de parler de toutes ces idées. Enfin, en fait, dès qu'on a une idée, il faut en parler, il faut la challenger immédiatement. C'est-à-dire que ça, on le voit dans tous les livres, mais je pense que c'est le plus vrai, c'est tout garder. Mais même au sein d'une entreprise, quand on veut prendre l'initiative, en parler, c'est vachement important. Mhm. Parce que ça va permettre de confronter ton point de vue, des personnes vont t'apporter plein d'insights sur d'autres domaines, donc super important. Comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt regarder les gens qui ont échoué que celles qui ont réussi. Donc lire la biographie de Steve Jobs ou Musk ou Zuckerberg, c'est pas forcément le plus pertinent. Mhm. Parce que ce qui a marché dans une boîte, ça va pas forcément marcher chez toi. Et puis un succès, en fait, c'est vachement plus complexe que... je sais pas, quand je vois toutes les personnes qui appliquent des OKR dans leur boîte, c'est le CEO d'Intel qui a écrit un super livre là-dessus et qui a introduit un peu le système. Les OKR, ça a marché chez Intel, on se rend bien compte que ça marche pas dans plein de boîtes en fait. Et c'est pas que ça qui a été le succès d'Intel. Les Apple Store, c'est pareil, enfin, c'est pas uniquement la personne qui a pondu les Apple Store, c'est qu'à ce moment-là, Apple, ils ont sorti l'iPhone, l'iPad. Il y avait tellement de produits qui ont fait ils étaient disponibles uniquement en Apple Store au début. Donc voilà, c'est plutôt aller voir les gens qui ont échoué. Moi, alors dans l'open source, c'est pour Strapi, il y a une boîte que j'adore qui s'est échouée, c'est terrible, mais qui a échoué, c'est RacingDB. C'était genre un concurrent à MongoDB. Ouais, Ils se sont plantés, quoi. Et du coup, le CEO, il crée un post-mortem que franchement, je relis tous les 2 mois. Parce que par rapport au stage où on est, nous, Strapi, il y a toujours un élément intéressant. Je dis, ah ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas pris le bon marché, ils ont pris les développeurs, personne paye au sein des développeurs. Ils étaient dans un marché autre que ceux que les utilisateurs auxquels ils avaient. Enfin, les personnes les voyaient comme une base de données open source et eux ils se voyaient juste comme une base de données dédiée aux entreprises. Donc en fait, si tes utilisateurs ça ne matche pas, tu te sens pas dans le même marché, ça peut pas marcher. Donc voilà, finalement on apprend plus des gens qui ont échoué, quoi. Ouais. Donc le conseil, ça serait de s'inspirer des échecs. Exactement. Et ne pas avoir peur aussi de l'échec. Est-ce que Ouais. toi ou même Strapi, est-ce que vous avez eu des échecs et est-ce que ça vous a aidé? Ouais, bah c'est assez drôle quand je l'ai dit, mais finalement dans le produit Strapi, alors c'est peut-être plus vrai maintenant, mais il y a 6 mois c'était vrai, on avait enlevé plus de features qu'on en a ajouté. D'accord. C'est-à-dire qu'on a simplifié le produit parce qu'on s'est rendu compte que l'usage il n'était pas du tout sur les features qu'on a développées. Donc là ça venait aussi d'une analyse produit qui n'était pas encore assez pertinente, mais ouais, finalement inspire-toi des gens qui ont échoué, simplifie au max son produit pour juste répondre aux besoins utilisateurs. Et fait challenger ses idées, n'aie pas peur d'échec, au contraire, nous on s'est planté plein de fois sur des features, on les enlève et on repart, quoi. L'itération c'est le plus important. En fait, c'est itérer vite. D'ailleurs nous c'est un truc auquel on va revenir, quoi. Aujourd'hui on s'est rendu compte qu'on était peut-être un peu trop lent sur certaines itérations, on va revenir à des itérations plus courtes, quitte à moins réfléchir en fait. Mais t'apprends plus parce que il y a une phase qui est super importante pour produit, qui est la user research. En fait, tu ne fais que concevoir un monde virtuel ou une réalité qui n'est pas réelle, finalement, de tes utilisateurs. Et rien de plus pertinent que finalement sortir la feature. Elle n'est pas parfaite, mais là, tu prends du vrai feedback, plutôt que, en fait, montrer des prototypes qui ne sont pas la vraie implémentation, ou parler d'une feature, mais les personnes, finalement, n'arrivent pas assez bien à se projeter, ou une autre vision de la feature. Donc, finalement, rien ne vaut de la sortir et itérer, l'enlever s'il faut, quoi. Ouais. Ok. Et là, pour conclure, quel est le futur pour Strapi? Il est varié. Alors, il y a toujours cette communauté à faire grossir. Nous, le but, c'est que d'ici quelques années, on ait des millions de projets développés sur Strapi. Et d'être un peu une solution de référence quand on veut gérer du contenu. Ça va passer par beaucoup d'intégration. Ouais. Donc, s'intégrer avec plein d'autres services, que ce soit Algolia, que ce soit Stripe, mais aussi que ce soit d'autres outils, que ce soit les outils no-code du Webflow à Bravo, à s'intégrer aussi dans les outils design, que ce soit Figma, que ce soit Sketch, pour envoyer le contenu absolument partout, pour qu'en fait il soit synchronisé en permanence sur tous les devices et sur tous les outils sur lesquels les différents métiers vont travailler. Et après, ouais, on va se diversifier, c'est-à-dire qu'on a un cloud à sortir, on va avoir une app mobile à sortir, on va avoir une app desktop à sortir.
En fait, l'écosystème va être assez immense. Et voilà, c'est le challenge, il est là. Mais la prochaine grosse étape, c'est la marketplace et cloud. Ok, une grosse roadmap, quoi. Ouais, on en a pour 10 ans. Tant mieux. Oh, merci beaucoup pour ton témoignage. Super inspirant. Ravi d'en avoir appris plus sur Strapi. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation pour la boîte et pour toi. Merci beaucoup.